Alors aujourd'hui, il y a une forme de victoire, bien sûr, hein, puisque les Russes ont quitté l'île aux serpents. On va regarder sur la carte et puis surtout, on va écouter un responsable militaire russe qui explique pourquoi les Russes ont quitté cette fameuse île aux serpents. On se souvient de la première scène, hein, c'est presque le tout début de la guerre, l'invasion de l'île aux serpents par les Russes et la réaction des soldats ukrainiens extrêmement violente et un peu vulgaire, mais bon, du fond du cœur en même temps. Et qui sont vaincus. Aujourd'hui, les Russes quittent l'île aux serpents. Écoutez pourquoi. Version russe, porte-parole du ministère de la Défense russe. En signe de bonne volonté, les forces armées russes ont accompli les objectifs fixés sur l'île aux serpents et ont retiré leur garnison sur place. La balle est maintenant dans le camp de l'Ukraine, qui n'a pas encore déminé la côte de la mer Noire, y compris les eaux portuaires. Alors, c'est de la bonne volonté? Non, non, pas du tout. Ce n'est pas de la bonne volonté. Les Ukrainiens bombardent cette île depuis des semaines et aujourd'hui, les Russes sont incapables de tenir en fait des soldats sur cette île puisque les soldats ne veulent plus en venir. Ils n'ont pas d'autre choix en fait que d'abandonner l'île. Donc ils abandonnent leur position. Il n'y a pas de bonne volonté et je ne vois pas pourquoi il devrait y avoir une bonne volonté au moment où la Russie a envoyé l'Ukraine. C'est une défaite militaire russe. Disons que on pourrait présenter les choses de deux ou trois façons différentes. Et il me semble que c'est important de les évoquer. La première, c'est que les symboles à la guerre sont toujours très importants. Et pour l'armée ukrainienne, une petite victoire, fût-elle minime, c'est toujours mieux que de pas victoire du tout. Donc il y a un élément très important, puisque vous vous souvenez que vous l'avez évoqué, c'était le croiseur moskwa qui avait demandé la reddition des combattants tout à fait dans les premiers jours de la guerre de l'île aux serpents. Ce croiseur a été coulé par les forces ukrainiennes et ensuite l'île aux serpents est abandonnée aujourd'hui par les Russes. Mais il faut aussi savoir raison garder dans l'appréciation que l'on porte. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Et l'île aux serpents, certes, est reconquise par les Ukrainiens, mais cette île est tellement petite qu'il y a très peu de capacité pour manœuvrer, s'abriter, se protéger. Et là, elle a subi des bombardements. Les Russes qui y étaient ont subi des bombardements importants des Ukrainiens et ont été forcés de l'abandonner. Si les Ukrainiens s'y réinstallaient, il est probable que les Russes appliqueraient les mêmes... Non, n'essaieraient pas d'y revenir, mais appliqueraient les mêmes tirs à longue distance sur l'île. Et cette île est tellement petite qu'il est très difficile de s'y protéger. C'est pour ça que lorsqu'on dit que c'est un objectif stratégique, il me semble que c'est un objectif symbolique. Et c'est très important, les symboles à la guerre. Mais stratégique, si j'avais un conseil à donner au chef d'état-major ukrainien, ce ne serait pas d'y déployer des outils de puissance sensibles, comme des missiles solaires, comme des radars, comme des armes à longue portée, parce qu'il me semble que naturellement, cette île est extrêmement vulnérable, quel que soit l'occupant, qu'il soit ukrainien ou qu'il soit russe. Alors, on a parlé aussi de l'intervention de Macky Sall, le président du Sénégal, qui a demandé cet effort aux Russes pour justement permettre l'acheminement des céréales et de libérer une forme de passage possible pour les céréales. Donc ça, c'est une hypothèse qui est sérieuse. Il est intéressant parce que le Sénégal n'a jamais été contre, il ne s'est pas exprimé contre. À l'ONU. À l'ONU n'a pas voté les sanctions. Il n'a pas voté les sanctions. Et il s'exprimait il y a quelques semaines à la télévision en disant que si on n'a pas voté contre, ça ne veut pas dire que nous sommes pour l'invasion de l'Ukraine. Et lors d'échanges avec Poutine, il a effectivement évoqué cette possibilité de libérer les ports pour faire livrer les céréales. Et donc, il n'était pas question de déminer Odessa pour le faire. Donc, il y avait d'autres moyens qui étaient faits. Sans oublier que de l'autre côté, les Russes, ils sont en train de voler à peu près 700 000 tonnes de blé cette semaine, en tout cas. Et c'est un symbole très important parce que l'Afrique, elle pense pas que en 2022, mais également en récolte de 2023. Et que s'il n'y aura pas de déminage, s'il n'y aura pas de récolte faite et de semage fait cet été, ça va être très difficile d'envisager l'été 2023.
Voilà, mais donc cette démarche du président sénégalais, elle compte évidemment, et elle est aussi dans le discours de Vladimir Poutine sur l'attention qu'il porte aux peuples qui reçoivent les céréales, notamment. En tout cas, la communication officielle russe, c'est que l'île aux serpents a été libérée et c'est un geste de bonne volonté. Ça. Maintenant, rien n'empêche de déminer Odessa et de reprendre le transport des céréales. Mais je voudrais ajouter juste 2 mots sur la communication de M. Konashenkov. Le porte-parole du ministère de la Défense russe. Ouais, Hein. Voilà, on va le revoir, oui. Comment vous dire, il y a des journalistes russes qui ont calculé, en se basant sur ces paroles, combien les Russes prétendent, par exemple, avoir brûlé de chars, combien ils ont abattu d'avions et de drones. Et en fait, les Russes prétendent qu'ils avaient abattu plus de drones que l'Ukraine avait. Donc, et la navette 62, les Russes, en tout cas, si on ajoute tout ce qu'a dit M. Konashenkov, les Russes ont abattu 84 déjà. Et la même chose sur les avions. Les Russes disent qu'ils ont abattu 120% d'avions ukrainiens. Oui, donc bon, c'est la propagande. Il y en a aussi du côté ukrainien. Pas forcément. Donc les chiffres aujourd'hui qui sont cités par les Ukrainiens, en fait, donc sur tout ce qui est chars, avions qui sont abattus, eux ils sont filmés, donc sont confirmés aussi bien par le ministère de la Défense de la France que aux États-Unis, par exemple. Maintenant, sur le nombre des morts des soldats russes, tout s'est fait en fait d'une manière plutôt approximative, c'est-à-dire qu'on arrive à faire des calculs par rapport aux manœuvres qu'on arrive à faire sur le nombre de morts. Par exemple, quand vous envoyez un missile quelque part et vous voyez donc par le drone en fait le nombre de l'explosion, le nombre de personnes qui étaient là avant, on arrive à se dire combien de personnes risquaient de mourir après une telle explosion. Et de là découlent en fait ces chiffres-là. Maintenant, une information aussi très importante à propos de déminage. Aujourd'hui, l'oblast de la ville d'Odessa a été complètement libérée en fait des soldats russes. Donc c'est très bien, c'est un des pas qui va pousser justement l'Ukraine à pouvoir d'une manière très sécurisée à déminer justement le port. Oui, donc on progresse sur cette libération possible de l'embargo et donc de la possibilité d'acheminer les récoltes de blé. Exactement. Voilà. Donc c'est exactement de cela que je suis en train de parler. Donc aujourd'hui, donc on peut pas juste en fait déminer un territoire et se poser la question qu'est-ce qu'il va y arriver demain. Donc on est obligé de sécuriser au maximum ce territoire-là. Et là, peut-être, on aurait besoin aussi des forces extérieures pour justement rendre ce territoire vraiment sécurisé pour acheminer justement donc le blé vers d'autres pays. On n'a pas beaucoup avancé là-dessus parce que ça fait des semaines qu'on dit qu'il pourrait y avoir une intervention de l'ONU, qu'il pourrait y avoir une sécurisation du transport maritime, des corridors en fait maritimes pour le transport des céréales, blé et maïs en l'occurrence, et ça n'avance pas. Non, parce que les conditions ne me semblent pas aujourd'hui réunies. Il y a beaucoup de conditions à rassembler pour permettre à ces céréales, au blé principalement, de sortir d'Ukraine et de sortir par la voie maritime qui, évidemment, permet de sortir des quantités très importantes. On va observer probablement, on observe déjà à présent des camions, ou des trains, mais ça ne permet pas, comme des vraquiers, d'emporter des quantités considérables de blé et de pouvoir les livrer dans les différents ports qui les accueillent dans le monde. Donc, il me semble que les conditions ne sont pas rassemblées. D'abord parce que, évidemment, il y a une absence de confiance absolue de l'une et l'autre partie. Les Russes font aucune confiance aux Ukrainiens et considèrent que les Ukrainiens saisiront toute occasion d'agrandir leur périmètre de sécurité. Et les Ukrainiens pensent que les Russes, dès la première opération de déminage, en profiteront pour tenter de s'infiltrer, de prendre des positions, des positions stratégiques et de, évidemment, perturber considérablement les choses. Ensuite, parce que pour mener à bien une telle opération, il faut rassembler une flotte de commerce conséquente. Je ne pense pas qu'il y ait un enthousiasme particulièrement qui se manifeste pour que cette flotte de commerce puisse s'approcher d'Odessa. Il faut l'escorter. Il faut évidemment déminer la mer Noire, qui est une opération qui peut être faite. Nous avons des marines qui sont tout à fait compétentes, exercées et qui disposent des capacités pour le faire. Tout cela prend du temps tout de même.
Et aujourd'hui, le temps est un élément très, très significatif. Donc, il y a beaucoup d'opérations à rassembler avant que le premier kilo de blé puisse sortir par la mer. Il me semble qu'on en est assez loin. Est-ce qu'on va y parvenir d'ici la fin de l'été ou le début de l'automne? Peut-être. Mais en tous les cas, on n'a pas vu de véritable prémices, on n'a pas vu un plan exposé sur la table, et on n'a pas vu une grande institution internationale s'en saisir et dire qu'elle va traiter l'ensemble des aspects. Vous parliez de l'été, de l'automne, pardon, mais les saisons, c'est important. Là, l'été a commencé. C'est une guerre qui a commencé le 24 février. Est-ce que c'est un facteur facilitateur ou au contraire, c'est plus facile, entre guillemets, pardon, de faire la guerre en été et est-ce qu'il y a un objectif qui est d'éviter à tout prix d'arriver à l'hiver? Il faut regarder les deux. Il faut regarder les deux volets. C'est à l'été, vous avez beaucoup moins de perturbations dues au phénomène atmosphérique. La première chose que je regardais en Afghanistan, tous les matins, très attentivement, pour la veille, pour les jours à venir, pour la journée à venir, c'était la météo. La météo est la chose la plus importante qui soit. Pour faire voler un avion, pour obtenir des images précises à partir des drones, pour pouvoir infiltrer une patrouille d'hélicoptères, c'est la chose la plus importante qui soit. Là, évidemment, nous entrons dans une période, vous connaissez l'Ukraine bien mieux que moi, nous entrons dans une période où le ciel va être libre. C'est-à-dire que le ciel va être ouvert et va permettre à l'agresseur qui dispose d'une forme de supériorité aérienne, qui dispose de ses avions, qui dispose d'une masse très importante, de porter des coups qui vont être des coups assez difficiles à parer du côté ukrainien. Donc c'est une forme d'avantage du côté russe. Il me semble que une météo très favorable permet il dispose aujourd'hui des moyens aériens. Ceux des Ukrainiens ont été réduits à probablement pas grand-chose. J'espère qu'il reste, je ne sais pas au courant, mais j'espère qu'il reste quelques chasseurs, etc. Mais face à la masse d'aviation, de chasse et de bombardement russe, je pense qu'il n'y a pas du tout d'équilibre. Il y a un vrai déséquilibre. Que les armes de défense sont extrêmement importantes, justement, au moment où ces avions vont commencer à survoler les ciels ukrainiens. Si les Ukrainiens ne peuvent pas tirer dessus, malheureusement, ce sont des civils qui meurent derrière. Oui, donc le cas, à Odessa, il y avait, il me semble, une quinzaine de missiles qui ont été lancés et heureusement qu'il y avait donc ces outils de défense et qui ont pu aller perturber et aller. Alors sur le terrain aujourd'hui, il y a aussi la ville de Lysychansk qui serait tombée aux mains des séparatistes pro-russes, ce qui est démenti par le gouverneur du Lugansk. Qu'est-ce qu'on en sait? On sait où est-ce qu'on en est là? Non. Non, tout s'explique en fait d'une manière assez simple. Si vous voulez, les informations sur le terrain arrivent vers les médias quelques jours après qu'il se passe quelque chose. Donc en fait, on a vraiment du mal à avoir des informations et c'est tout à fait normal. Le ministère de la Défense de l'Ukraine en fait ne peut pas se permettre en fait d'afficher en temps réel des informations sur les déplacements des soldats et autres. Donc en fait, aujourd'hui, il faudrait attendre 2 ou 3 jours avant de savoir si ce que dit le gouverneur est vrai ou non.